Nous sommes avec vous ce soir pour discuter du collectif d'avocats que vous formez. Et je vous laisse le soin de nous présenter les membres de ce collectif. Je suis maître Songué Balouchi Mawaba, avocate au barreau de Marseille. Maître Alexis Iou, avocat au barreau de Lille. Et maître Raphaël Mandé Adjare, avocat au barreau du Togo. Nous nous sommes constitués en collectif pour défendre un dossier très sensible qui défraie la chronique depuis 4 mois au Togo. Ça fait le tour de tous les réseaux sociaux. Il s'agit de l'assassinat du colonel Bitala Madjouba dans son bureau du camp Bir à Lomé. Et depuis sa mort, ça fait 4 mois. Aujourd'hui, ça fait 4 mois jour pour jour qu'on a découvert son corps. Rien ne bouge au Togo. Donc notre collectif essaie tout ce qu'il peut pour faire bouger les choses. Alors, à ce jour, madame, dites-nous quelles sont les actions quand même que ce collectif a pu mener ou quelles sont les actions qui sont prévues dans les jours à venir. Notre collectif a fait plusieurs démarches. La première démarche et la plus importante, on a communiqué dessus, c'était la saisine du CDH. On a saisi le CDH à Genève pour que le Togo soit convoqué et pour que le Togo puisse s'expliquer, se justifier sur ce qui se passe. Parce que depuis la mort du colonel, il n'y a aucune enquête judiciaire ouverte chez nous au Togo. Le président de la République a mis sur place une commission d'enquête composée uniquement de militaires et jusqu'à ce jour, on n'a rien. Au début, on nous avait dit que cette commission avait 15 jours pour rendre son rapport. Ça fait 4 mois, il n'y a rien. Donc, on se demande si ce n'était pas juste pour embrouiller les esprits la création de cette commission d'enquête militaire. Entre-temps, les gens du pouvoir ont fait une sortie sur RFI en disant qu'ils ont envoyé une balle et quelques revolvers, 75 revolvers si ma mémoire est bonne, au bureau d'entrée judiciaire pour analyse. Bon. Oui, au bureau d'entrée judiciaire à Paris pour analyse, parce qu'il n'y en a pas au Togo. Donc, nous avons pris soin d'écrire au bureau d'entrée judiciaire à Paris pour leur demander à se constituer dans ce dossier ici. Et nous avons sollicité, nous avons demandé à ce qu'on nous donne le nom du juge d'instruction pour qu'on puisse se constituer. La réponse qui nous est revenue du bureau d'entrée judiciaire est assez bizarre. Parce qu'on nous dit que la partie civile n'a pas accès au dossier. Donc, si la partie civile n'a pas accès au dossier, on en tire 2 conséquences. La première conséquence, c'est que tout bonnement, le bureau d'entrée judiciaire agit juste comme un laboratoire. Le client, le Togo, lui a commandé, lui a envoyé des balles, une balle et des revolvers. Sans trop savoir dans quelles conditions cette balle et ces revolvers ont été saisis. Et le Togo demande juste à la France de lui dire si cette balle sort de ces revolvers-là. Bon, on ne sait même pas si ce sont des scellés qui proviennent véritablement du dossier Madjouba ou pas. Donc, si le bureau d'entrée judiciaire n'est qu'un laboratoire en griffe, c'est normal qu'on nous dise qu'on n'ait pas accès parce que c'est juste un truc technique. Par contre, s'il y a autre chose, ça veut dire qu'il y a secret d'État. Il y a secret défense. Si on nous dit qu'on n'a pas accès, c'est qu'il y a secret défense quelque part. Et s'il y a secret défense, c'est au président de la République du Togo de lever le secret pour que les parties civiles puissent avoir accès. Donc, à l'heure actuelle, on ne sait pas si c'est juste un acte technique qu'on a demandé à la France ou s'il y a réellement un secret défense, quelque chose qui empêche la partie civile d'avoir accès au dossier. Après qu'on se soit adressé au bureau d'entrée judiciaire, on a porté plainte auprès du parquet antiterroriste à Paris. Notre objectif en portant plainte auprès du parquet antiterroriste à Paris
est de faire en sorte de mettre une énorme pression sur les assassins du colonel Madjouba, parce que vu qu'ils sont de culture francophone, ils viennent souvent en France. Voilà. Donc, on dit, on a porté plainte contre X parce qu'exactement, on ne sait pas qui sont ces assassins, même si on soupçonne, voilà, on se dit c'est forcément des militaires, mais on ne sait pas qui c'est. Donc, on porte plainte contre X. Et le jour où il y aurait une véritable enquête et qu'on trouvera les responsables, ces responsables seront poursuivis en France s'ils viennent en France. Donc, on veut leur mettre une pression aussi pour qu'ils sachent que ce n'est pas circulé, il n'y a rien à voir. Voilà, vous avez tué quelqu'un, vous vous rendrez compte tôt ou tard. Et nous, on a le temps de la prescription. C'est un crime. Donc, la prescription est longue. Est longue. On saura tôt ou tard ce qui s'est passé et on ne lâchera jamais. Donc, ça, ce sont les actions déjà faites. Mais il y a une autre action qu'on veut faire, qu'on n'a pas encore faite, qui est une sommation interpellative au ministère de la Défense, à Lomé. Maintenant, il faut qu'on trouve l'huissier courageux qui ira apporter la sommation au ministère de la Défense pour que le ministère de la Défense rende le corps. Parce qu'ils ont dit que la famille n'a pas réclamé le corps. Enfin, c'est qui une aberration. Mais bon, vu qu'ils l'ont dit, on va les prendre au mot. On va envoyer une sommation interpellative pour voir voilà, s'ils vont s'exécuter et rendre le corps ou pas. Alors, sur la base de vos actions à ce jour, et la dernière en marche, c'est de faire une sommation à travers un huissier au ministère de la Défense pour pouvoir retirer le corps du colonel. Et quelles sont vraiment vos attentes par rapport à cette action? Est-ce que le ministère pourra vous répondre? Et sinon, comment comptez-vous faire dans les jours à venir? Vous savez, l'absence de réponse, c'est une réponse. Hein. Voilà. S'ils ne répondent pas, aussi c'est une réponse. On tire les conséquences de leur absence de réponse. Ils ont dit, RFI a dit que la famille n'a pas réclamé le corps, c'est pour ça qu'ils ne rendent pas le corps. Voilà. Si on leur envoie la sommation interpellative et qu'ils ne rendent toujours pas le corps, ben ça voudrait dire qu'ils ont menti à la face du monde. Et que ce n'est pas parce que la famille n'a pas réclamé le corps qu'ils n'ont pas rendu. Ils ne l'ont pas rendu pour des desseins que nous, on ne sait pas. On ne sait pas. Mon confrère tenait à ce que je précise quand même qu'on a reçu mandat d'un membre de la famille. Parce que sans mandat d'un membre de la famille, on ne peut absolument rien faire. Nous, on est avocats. Et sans mandat d'un client, on ne bouge pas. On ne peut pas s'auto-saisir. Tout le contraire du procureur qui aurait pu s'auto-saisir au Togo et qui n'a rien fait. Et je tiens sincèrement à rendre hommage à ce membre de la famille. Et le gouvernement sait très bien qui il est. Il fait croire aux gens qu'ils ne savent pas. Et je tiens à dire que c'est son petit frère. C'est tout. Le gouvernement sait qui il est. Et tous les gens de la famille savent qui il est. Son nom, je ne le donnerai pas aujourd'hui. Merci de nous donner la parole sur cette affaire. Je suis maître Alexis Iou, avocat au barreau de Lille. J'exerce depuis seulement une vingtaine d'années et je suis aussi par ailleurs professeur à l'université. Je suis dans ce dossier avec mes confrères et consoeurs aussi avocats et c'est avec voilà, je suis heureux que vous ayez accepté de nous donner la parole et qu'on puisse s'exprimer sur ce dossier-là. Alors, vous pouvez nous donner déjà quelques impressions sur ce dossier qu'on vous a mandaté, c'est un membre de la famille qui vous a mandaté sur ce dossier. Tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez déjà des premières actions que vous avez menées sur ce dossier jusqu'à ce jour? Alors, c'est vrai que cette affaire est une affaire d'État. Ce n'est pas une petite affaire, comme l'a dit tout à l'heure ma consoeur. La mort d'un officier, un grand officier de l'armée togolaise, ce n'est tout de même pas une petite affaire. Et les conditions de sa mort, c'est encore plus. Quelque chose de grave qu'il faut
que peut-être les Togolais ne prennent pas la mesure de cela, mais nous prenons la mesure de cette affaire-là. C'est pour cela que nous nous sommes constitués et que nous nous sommes dit, voilà, il faut faire quelque chose. Et les actions, oui, les actions, on les a commencées, comme l'a dit tout à l'heure ma consoeur. Les actions, elles sont multiples. On a saisi la CDH, qui est une commission de l'ONU. On a fait, comme on l'a dit, une saisine des organes du ministère des Affaires, du ministère de la Justice française, et l'Amnistie internationale également, qu'on a impliqué, qui est en cours. On a impliqué l'Amnistie internationale dans ce dossier-là. On a effectivement d'autres perspectives à faire, mais les actions que nous avons déjà menées sont suffisamment fortes et suffisamment importantes pour que le Togo, en tout cas les gouvernants au Togo, s'inquiètent de cette affaire. Si les gens pensent que tuer un officier, un grand officier de l'armée comme cela, et que ça peut passer sous silence, peut-être que ça a passé un certain temps, peut-être que ça a passé à un certain moment. Aujourd'hui, ça ne passe plus. En tout cas, ça ne passera pas avec nous. Et c'est pour cela que nous sommes là. Alors, maître, vous venez de dire que selon vous, c'est une affaire d'État et des organisations internationales dont Amnesty s'est même impliquée. Vous avez saisi Amnesty International dans cette affaire, dans ce dossier. Alors, comment voyez-vous la situation des droits de l'homme au Togo ? Enfin, quand on parle de la situation des droits de l'homme au Togo, moi, ça me fait sourire. Voilà, ça me fait sourire parce que parler des droits de l'homme dans un pays, il faut se référer d'abord aux institutions qui sont mises en place dans ce pays-là. Et quand on fait une analyse de la situation du Togo depuis plusieurs années, les droits de l'homme, c'est qu'une lettre qui est écrite. La réalité en est toute autre chose. Quand vous voyez tout ce qui s'est passé il y a 10, 15, 20, 30 ans, où il y a des arrestations arbitraires, des bastonnades à tout va, des gens qui sont agressés dans la rue, qu'on arrête, qu'on enferme sans procès. Et quand bien même il y a procès, elle est complètement bâclée, parce que le droit de la défense, qui est un droit fondamental, n'existe pas au Togo. Mais vous savez ce que c'est que les droits de l'homme au Togo. Voilà. En réalité, il n'y a pas. Il n'y a rien. Alors, vous venez de dire que quand on parle de droits de l'homme, de la question des droits de l'homme, il faut se référer aux institutions. Absolument. Et à la fin de vos propos, vous concevez qu'il n'y a pas des droits de l'homme au Togo. Alors, qu'en est-il de la question de la démocratie alors au Togo, si vous pensez qu'il n'y a pas de droits de l'homme? Oui, alors, c'est encore une question. C'est une suite logique. Lorsque vous voulez parler de la démocratie, il faut se référer aussi aux institutions qui sont en place. La démocratie, ça ne se décrète pas. On ne dit pas un jour je suis démocrate. On ne dit pas un jour un pays il y a de la démocratie dans ce pays. On ne se lève pas un matin et puis on dit il y a de la démocratie chez moi. Non, non, non. C'est une construction progressive, en tout cas de certains pays qui n'en ont jamais connu. C'est une construction qui se fait et qui doit être la base, en réalité, d'un peuple. Aujourd'hui, au Togo, je vais être franc avec vous, il n'y a pas. La démocratie, non. Vous n'avez pas une démocratie dans un pays où les gens ne peuvent pas s'exprimer librement. Voilà, on prend l'exemple de cette affaire. Le colonel, personnellement, je n'ai jamais entendu parler de lui avant sa mort. Et quand le colonel est tué de cette façon, dans un pays démocratique, je vais vous dire ce qui se passe. C'est un pays démocratique. La première personne à s'exprimer, quelqu'un de son rang, c'est au moins le ministre chargé des armées, voire le président de la République. Or, lui, silence radio jusqu'aujourd'hui. Un officier qui meurt, à la rigueur,
quelle que soit la manière dont il meurt, on lui rend hommage, ne serait-ce que pour le service qu'il a rendu à la nation, au pays, depuis des années. Il n'est pas colonel en un jour. On ne devient pas colonel parce qu'on a décidé d'être colonel. Il est colonel parce qu'il a mérité, parce qu'il a fait des choses pour la nation togolaise. Et donc, quelles que soient les conditions de sa mort, il mérite d'avoir cet hommage que tout peuple, que tout État rend, en tout cas, à ses grands serviteurs. Il en est un. Quand on vous dit que 4 mois après, il n'y a rien qui se passe, mais vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans un pays démocratique. Non. Non. C'est des conditions élémentaires de démocratie. Si vous ne pouvez pas faire ça, c'est que vous ne pouvez pas faire grand-chose. Et c'est le cas du Togo. Votre mot de fin par rapport à cette situation du colonel? Oui. Alors, moi, je suis fondamentalement engagé pour que la lumière soit faite sur la mort du colonel Madjoulba. Fondamentalement. Quand je dis fondamentalement, c'est jusqu'à ce que moi je ne découvre la vérité. Je la verrai un jour, je ne la verrai pas, mais je la verrai. J'aimerais bien savoir pourquoi et comment ce monsieur a été tué. Qu'est-ce qu'il a fait de si grave pour qu'on aille le mettre fin à sa vie dans son bureau? Vous savez, le camp dont on vous parle, on n'y rentre pas comme ça. Hein. Ce n'est pas un poulailler. Hein. C'est un camp militaire. Un camp militaire pour y entrer. Et surtout, quand on ne dispose pas d'une certaine qualité, si on n'a pas les autorisations qu'il faut, vous n'y allez pas. Vous n'y allez pas. Voilà. On a réussi quand même, à l'intérieur du camp le plus sécurisé du Togo, à le tuer, à mettre fin à sa vie, à l'assassiner. Alors, moi, tout ce que je veux dire à l'endroit, et pour les Togolais, y compris pour les officiers de l'armée togolaise, c'est que notre action, elle est faite pour tout le monde. C'est-à-dire que ce soit le colonel Madjoulba aujourd'hui ou un autre, pour moi c'est pareil. C'est-à-dire que la nation togolaise doit être une nation qui porte son nom et que nos officiers soient protégés. On ne peut pas leur faire ça. On essaye, nous, de faire ça pour protéger aussi ceux qui sont déjà là. Ceux qui sont là, qui ne sont pas morts. Et on ne le souhaite pas que ça arrive encore. J'espère que ceci va faire en sorte que cet événement n'arrive pas à d'autres. C'est l'objectif. Faire pour que la vérité soit faite, et ensuite pour que les autres sachent que des crimes ne peuvent pas rester impunis. Je suis Maître Raphaël Mandé Adjaré, et je suis avocat au barreau de Lomé au Togo, et je suis ancien président de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Et je voudrais, au moment où vous me donnez la parole, et tout comme mes prédécesseurs, Maître Alexis et Maître Mawaba, m'incliner devant la mémoire de M. Toussaint Bitala Madjoulba, qui a été arraché à l'affection de tous les Togolais. Je me souviens encore, lorsque le président de la Ligue togolaise des droits de l'homme, Maître Agbougan, a pris la parole dans cette affaire, il a dit que la mort de Toussaint Madjoulba incombe en réalité à tous les Togolais. L'affaire Toussaint Madjoulba n'est pas l'affaire de sa seule famille, c'est l'affaire de tous les Togolais. En ce sens, pour dire, comme Maître Alexis, Maître Mawaba vient de le dire tout à l'heure, que ce crime ne doit pas rester impuni. Et je formule d'ores et déjà le vœu que l'affaire Madjoulba en soit une dernière, que des crimes impunis dans notre pays soient mis fin. Parce qu'il y en a une litanie, mais nous n'en sommes pas ici pour ça. Et c'est un vœu cher pour nous que la vérité se manifeste dans ce dossier. Alors, Maître, vous souhaitez que la vérité se manifeste dans ce dossier parce que vous concevez que votre patrie, votre pays, le Togo, est quand même
un pays dans lequel beaucoup de crimes, beaucoup de choses s'observent. Alors je vais vous demander, comment voyez-vous l'avenir de la démocratie au Togo? Lorsqu'on doit se projeter dans l'avenir, il faut être au présent. Et je crois qu'en réalité, après l'intervention de Maître Alexis Iou, je ne devrais pas prendre la parole parce qu'il a résumé l'état des droits de l'homme et de la démocratie dans notre pays. Vous savez, les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit, voire même le développement, sont des concepts qui sont intimement liés. On ne peut pas parler des droits de l'homme à part, de la démocratie à part. Et donc, lorsque les droits de l'homme ne sont pas respectés, nous ne pouvons pas parler de démocratie. Vous savez, au Togo, dans la sous-région, nous avons les meilleurs tests. Lorsque vous prenez notre constitution, qui date de 1992, c'est vrai qu'elle a été modifiée, c'est une constitution qui a repris toutes les déclarations, tous les instruments internationaux qui consacrent les droits humains, consacrent la dignité humaine. Donc le Togo, nous avons de meilleurs tests. Mais le problème fondamental de notre pays, c'est l'application des tests. C'est comment les mettre en œuvre. Et donc, je ne dirais pas que c'est les ressources qui nous manquent. Mais ce qui nous manque en réalité au Togo, c'est la volonté politique. Cette volonté politique fait défaut. Parce que on ne peut pas comprendre, je ne veux pas répéter Maître Alexis ou Maître Mawaba, on ne peut pas comprendre qu'un colonel, un officier supérieur, soit assassiné dans son bureau. Et 4 mois après, parce que nous sommes aujourd'hui le 4 septembre, ça fait 4 mois jour pour jour, et 4 mois après, il n'y a pas d'indice. Nous avons appris, oui, le colonel Madjoulba est mort, tout le monde le sait. Et comment on l'a appris? Ce n'est pas les réseaux sociaux. Comment on peut trouver ça normal? Que ce soit les réseaux sociaux dans un État comme celui du Togo, que ce soit par réseaux sociaux interposés, que les citoyens vont apprendre qu'un officier supérieur est mort. Et 4 mois après, plus rien. On a appris que l'enquête se poursuit un peu en France, mais jusqu'à aujourd'hui, rien. Mais nous n'allons pas garder silence. Ce silence, nous pensons qu'elle alimente l'impunité. Et je crois que si ce collectif est mis en œuvre, a été créé, je crois que quelque part, c'est l'âme du colonel Madjoulba qui plane. Et j'aurais bien souhaité que cette âme puisse planer encore plus pour que la lumière soit faite dans ce dossier. Ce que je voudrais peut-être ajouter, lorsque nous avons saisi le bureau de l'enquête de l'entraide pénale, nous avons reçu une première réponse. Mais nous ne sommes pas arrêtés à la première réponse. Dans la première réponse, on a tenté de nous opposer l'obligation de confidentialité et donc la partie civile ne peut pas avoir accès au dossier. Nous avons écrit sous forme d'un recours de grâce, un recours gracieux au ministre, au garde des Sceaux, au ministre de la Justice, pour lui dire nous avons une convention d'entraide judiciaire qui lie la République du Togo à la République française. Et dans cette convention, on ne peut pas nous opposer une obligation de confidentialité. On ne peut pas l'opposer à la partie civile qui a intérêt dans ce dossier. Encore moins l'opposer à des avocats qui soient assermentés. Donc on attend aussi cette réponse. Donc vous voyez, si nous prenons seulement le dossier du colonel Madjoulba, dans son origine, dans son analyse et dans son évolution, si nous prenons ce seul dossier seulement, il est clair que les droits de l'homme et la démocratie ont maille à partir au Togo. Maintenant, l'avenir. La démocratie, les droits de l'homme, l'état de droit, si vous voulez, je dirais que la démocratie entendue comme le gouvernement du peuple, pas le peuple pour le peuple, c'est le régime le moins mauvais, mais je dirais le plus bon. Jusqu'à ce qu'on en fasse de nouvelles découvertes en matière de gouvernance, je pense que c'est la démocratie qui, pour aujourd'hui, pour le moment, est l'air qui est en train de souffler sur toute l'humanité, tout le monde entier. On pense que c'est en démocratie que les droits de l'homme, que la dignité humaine peut être respectée. Donc, à partir de ces éléments fondamentaux, moi je pense que
que le Togo doit nécessairement s'engager dans la voie de la démocratie. C'est vrai que depuis 1990, on le fait, mais la démocratie tarde à s'enraciner dans notre pays. Et donc, quels qu'en soient les cas, on y parviendra un jour à être un État démocratique. Mais il faut une volonté politique de la part des gouvernants parce que la démocratie, la gouvernance, comme l'a dit Maître Alexis Iou, c'est les institutions. Je terminerai par là. Les institutions, et l'une des institutions les plus fondamentales pour une démocratie, c'est la justice. Bon, mais si nous sommes aujourd'hui en train d'évoluer vers une enquête d'entrée judiciaire au niveau de la France, si quelque part nous sommes en train de vouloir que lumière soit faite dans ce dossier, mais c'est parce que cette institution qui est la justice ne fait pas son travail. Quelque part, comme l'a dit Maître Alexis Iou, c'est le ministre qui devrait communiquer, c'est le président de la République qui devrait communiquer, mais lorsque dans des pays comme on le voit, quand il y a un cas qui se présente comme ça, on voit un procureur de la République faire un point de presse, dire qu'il y a une enquête et qui communique régulièrement sur le dossier. Mais ce n'est pas le cas. Donc cette institution qui devait être le substrat de la paix sociale, qui devait être l'oxygène de la démocratie dans notre pays, est aux ordres. Il ne sert qu'aujourd'hui qu'à embasiller les responsables de l'opposition. Excusez-moi le terme, mais voilà. Donc, je souhaite que la démocratie naisse dans mon pays et le plus tôt possible, parce qu'en cela dépend le respect des droits de l'homme et le développement. Je vous remercie. Je vous remercie aussi.